Léa pour cette introduction. Donc l'AESP, oui, existe depuis presque 10 ans. Le visuel de l'AESP change cette année avec un nouveau logo, un nouveau site internet. Et on est très heureux de vous proposer une épopée aujourd'hui pour retracer un peu les enjeux qu'il y a autour de la sémiologie. Alors je suis très honoré et très heureux d'intervenir ce matin comme professeur, puisqu'il y a Nathalie Isabelle qui me disait « Ah, tu te souviens, en 2010, ta première présentation, c'était avec l'AFEP ». Et là, j'ai retrouvé sur Internet cet élément-là. Alors, ce qui est important dans une perspective, et on va voir que c'est important pour la psychiatrie, c'est pas ce qu'il y a dans la perspective, mais celui qui porte la perspective. Et celle qui faisait la vidéo, c'était déjà Cléa Achilles à l'époque. Et je voudrais la remercier. Et c'est important, alors je me permets de manière complètement hippomane, parce que c'est les congrès. Vous savez, le sacre de Napoléon, ce qui est important, c'est que c'est pas le Napoléon qui est sacré, c'est la reine qui est sacrée. Donc en fait, il montre son pouvoir en remerciant celle qui lui a permis d'accéder. Donc je voulais la remercier et surtout remercier l'AESP parce que j'ai retrouvé aussi en 2014, et je me dis qu'on a vieilli, on voit Pierre-Alexis Geoffroy là, c'était le premier symposium AESP également, au CFP de 2014. Et donc l'AESP, c'est à la fois un groupe de travail qui a construit beaucoup de choses sur les enjeux de la sémiologie, mais aussi une équipe pour laquelle on se sent soutenu à l'intérieur, et c'est important dans la période où les institutions sont plus ou moins maltraitantes quand même, sont un peu en burn-out, où on a l'impression que tout le monde à l'hôpital, à la fois les acteurs de santé et à la fois les administratifs sont en burn-out, à la fois dans un contexte où les politiques n'ont pas l'impression de porter une attention aux choses sensibles, d'avoir des lieux où en fait on tisse des liens d'amitié, de construction du savoir, et l'AESP fait partie de ces lieux. Et si on arrive à aller dans les carrières universitaires, c'est aussi parce qu'on a des lieux où on se sent soutenu et où on se dit que quelque chose qu'on porte de notre ethos peut continuer dans les institutions à partir de ces lieux. Je tenais à commencer comme ça parce que c'est important de tenir ces discours, je pense, politiques désormais dans les domaines où on est. Alors, la première présentation qu'on avait prévue, on avait pris comme titre, parce qu'on les décide collectivement, les multiples familles pratiques de la sémiologie en psychiatrie. Et je commence par quelque chose, une slide que j'avais pris au CNIPSI en 2010. J'avais organisé le Congrès national des internes en 2010, en parlant de phénoménologie, en prenant cette petite scénette. « Salut les enfants, l'eau est bonne ?» Et les enfants, ils répondent, les petits poissons, ils disent « Tu sais ce que c'est, toi, l'eau ?» Et en fait, c'est David Foster Wallace qui, dans son allocution devant la promotion d'une grande université en 2005, sur le thème de la compassion, avait pris cette idée pour dire, en fait, il faut être conscient du milieu dans lequel on est, et la sémiologie est bien un élément en psychiatrie, d'être conscient du tissage, encore une fois, où ce savoir se développe. Alors, sur ce savoir, vous voyez, on fait une introduction quand même un peu poétique, mais voilà, avec Cynthia Fleury, le soin est un humanisme, elle nous dit dedans s'informer, se former, se transformer. Voilà ce que l'épistémologie de la démocratie enseigne à la politique, et c'est ce qu'il y a derrière le grand continuum du soin, l'attention aux idées, à la connaissance et l'attention aux êtres et au monde. Cette attention aux idées, à la connaissance, mais également aux êtres et au monde, je pense, est une des postures essentielles qu'il faut avoir quand on s'intéresse à la sémiologie psychiatrique et plus globalement aux soins. Et c'est ce qu'on va essayer de décortiquer ce matin. Donc quand on s'intéresse aux symptômes, on peut venir à l'étymologie grecque. Symptôme, ça veut dire qui survient avec. C'est Steve Demazeux dans son livre qui en parle. Donc qu'est-ce qui survient avec quand on repère un symptôme? Et en fait, ce qui survient avec, c'est... Je voulais mettre une image de métamorphose, mais en fait, dans la métamorphose, souvent, il y a une analogie. On passe de la larve au papillon, donc il y a une espèce de téléologie vers quelque chose qui est plus grand. Je pense qu'autour de la sémiologie, c'est plus la métaphore du kaléidoscope. Les choses évoluent tout le temps, historiquement, et en fait, on voit des formes, mais on essaie de voir qu'est-ce qui se passe avec ces formes. Donc cette épopée, on la propose en lien avec ces formes qui arrivent, ce qui survient avec, et on vous a pris ce terme, parce que l'épopée, ça veut dire le récit qui se crée, l'action de faire un récit. Et en fait, dans la sémiologie psychiatrique, dans nos postures de cliniciens, il y a bien l'idée de faire un récit qui partage des règles rigoureuses de sciences, de clinique, de développement de connaissances, mais il y a l'idée de faire récit quand même. Et on s'inscrit dans ces récits, et
ces aspects sémiologiques peuvent s'aborder par là. Je le dis comme ça parce que récemment, quand on a fait l'article de l'encyclopédie médico-chirurgicale avec Léa Kiles et Steve Demazeux, moi j'étais là en me disant on va trouver une définition des termes sémiologiques, c'est génial, on va réussir enfin à trouver ce que c'est un symptôme en psychiatrie. Et en fait, ce que j'ai pris conscience en créant cet article, c'est qu'on tournait autour, mais qu'on n'arrivait pas à délimiter l'objet. Mais qu'en fait, parce que cet objet, il s'inscrit dans ces récits, dans une épopée. Alors, l'épopée, Léa Kiles l'a dit, on va la tourner autour de 3. Moi, je vais voir ce qui précède les dieux, un peu ce qui est sous-jacent à la sémiologie. Christophe va voir avec les nymphes comment on peut relier la sémiologie psychiatrique à la naturalisation, c'est-à-dire à ce grand enjeu de la psychiatrie de rester dans le champ de la médecine en naturalisant son savoir. Ça ne veut pas dire le réduire, ça veut dire le naturaliser, et on va voir ça. Et puis Calypso, avec celle qui dissimule, en lien avec l'objectivité. Alors je me suis dit comment commencer, vu qu'un des enjeux c'est l'objectivité, on va venir à un texte assez classique qui est présenté dans tous les masters de philo désormais, c'est devenu en quelques années un classique de la philosophie des sciences, le livre de Daston et Galison, qui est super bien édité en plus, et qui nous montre que l'objectivité est en fait une manière de concevoir le monde, mais qui a évolué, qui a changé depuis le XVIIIe siècle. Daston et Galison identifient au moins 2 périodes par rapport à l'objectivité. La vérité d'après nature, qui débute au XVIIIe siècle, où on voit une convergence de l'art et de la science dans les jugements et la vérité, et ce jugement et la vérité est relié à quelque chose de beau. Alors, Daston et Galison se sont beaucoup intéressés aux atlas, et notamment aux atlas de naturalistes, et on voit cette girafe-là, qui était censée représenter l'essence même de la girafe. Toutes les variations possibles de la girafe devaient pouvoir se dessiner autour d'une girafe ultime dont les qualités artistiques du peintre et du naturaliste devaient se combiner pour refaire sortir l'idée ultime de la girafe. Alors on voit que la girafe, telle la vérité d'après nature, en fait, elle a une tête un peu bizarre quand même, parce qu'elle a des yeux un peu bizarres par rapport aux autres girafes, mais pour autant, cette girafe est censée représenter les traits fondamentaux de l'entièreté des girafes. Alors, cette girafe, elle est le symbole de l'élégance, de la vérité. Je ne l'ai pas pris par hasard parce qu'au XVIIIe siècle, au même moment, Mehemet Ali, en 1827, offrait à Charles X la première animaux tropicale, et cette girafe est remontée jusqu'au jardin de Paris, et maintenant elle est thanatomifiée, enfin mise en sec à La Rochelle. Et vous voyez que cette beauté, on peut la toucher du doigt, on tourne autour, on essaye de la voir avec cette vérité d'après la nature, on peut la réduire sur quelque chose comme dans les musées naturalisants, mais en fait c'était cette première étape par rapport à l'objectivité. Et puis, il a été fait l'hypothèse que cette objectivité elle faisait appel beaucoup aux aspects esthétiques et qu'on pouvait perdre quelque chose de la vérité en fait. Et au XIXe siècle, l'idée a été de se débarrasser de toutes les interventions humaines. L'imagination devait être limitée à l'enregistrement mécanique. Il faut se représenter comme si l'observateur n'était pas là. Et donc une perspective sans point de vue. Je reviens à l'idée de la perspective que je mettais au début, par exemple, avec Gustav Hellmann, ces petits flocons de neige. Et il y a une personne importante dans ce passage à l'objectivité mécanique, c'est professeur Arthur Worthington. Il s'est intéressé au splatch des gouttes d'eau. Comment les gouttes d'eau explosent quand elles tombent par terre. Et il dit en introduction, le splash d'une goutte est une opération qui s'accomplit en un clin d'œil, et il peut sembler à certains qu'une personne qui se propose d'en parler pendant 1 heure doit avoir perdu tout sens des proportions. Si cette opinion existe, j'espère ce soir pouvoir la dissiper et vous convaincre que nous avons affaire à un phénomène exquissément réglé et qui illustre très heureusement certaines des propriétés fondamentales des fluides. Et bien en fait, à l'AESP, on est un peu comme Worthington, on prend les gouttes d'eau, on prend les unités sémiologiques et on essaye de les regarder comme des choses extraordinaires. Et c'est ce que fait Worthington, et il dessine, il étudie les gouttes d'eau. Alors ce qui est intéressant, c'est que Worthington se situe à l'interface de la vérité d'après nature et de l'objectivité mécanique, parce qu'il commence à dessiner ce qu'il voit dans les gouttes. Alors il avait un dispositif pour décomposer temporellement la goutte d'eau avec des flashs lumineux. Vous savez, quand vous mettez des flashs dans les lumières, vous avez une persistance rétinienne, et donc les gouttes d'eau, ils avaient un dispositif avec un flash, ça faisait une persistance rétinienne, il dessinait ce qu'il voyait en traces rétinienne. Vous voyez, quand je regarde les phares, je ferme les yeux, là je les vois, les 3 phares, les 3 LED au-dessus. Mince.
faut pas trop regarder la lumière en face, c'est toujours lié à l'obscurité, la vérité. Il dessinait ce qu'il voyait, et on voit ces magnifiques dessins de gouttes d'eau qui explosent, quelque chose d'une vérité d'après nature magnifique. Il cherchait les éléments stables de la nature. Et en fait, on voit là des dessins formidables, des gouttes de mercure qu'il dessine, sauf que Worthington arrive au moment où la photographie se déploie. Et il se dit, pourquoi pas passer d'un dispositif basé sur mon impression rétinienne à un dispositif basé sur la photographie. Et donc, il crée un dispositif très complexe avec des petits objets qui tombent pour pouvoir chronométrer la chute et pour pouvoir avoir les différentes étapes de la chute de la goutte d'eau. Il photographie, du coup, ces splatchs de gouttes avec des timers très précis. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que d'un côté, on a ça, et de l'autre côté, on a ça. Et que là, il y a toute une discussion de se dire où est la vérité. Est-ce que la vérité d'après nature, à gauche, celle d'une symétrie parfaite, des règles de la nature est là, ou est-ce celle de droite qui tient compte de multiples perturbations et peut-être d'artefacts techniques liés à la photographie? On est à l'interface, là, entre la vérité d'après nature parfaite, celle esthétique qu'on essaye de toucher quand on tourne autour de la sémiologie, mais également cette objectivité mécanique qu'on essaye d'obtenir à travers les unités sémiologiques et les critères de nos diagnostics. Et en fait, on oscille entre ces deux ponts quand, je pense, on s'attarde à la sémiologie psychiatrique. Il concluait, Worthington, dans plusieurs cas, j'ai pu observer à l'œil nu un splotch qui était également photographié simultanément. Et j'ai noté des choses tout à fait régulières, bien que la photographie ait ensuite montré des irrégularités. Mince. Alors, où est le réel? Il suppose quand même que c'est pas si facile que ça dans l'obscurité de voir par rapport à la photographie, mais il conclut en disant « Je pense que vous conviendrez que les phénomènes sont très beaux et que le sujet, aussi banal et familier soit-il, s'est avéré digne d'une heure d'attention. » Alors, cet attrait pour la sémiologie au travers cette histoire de l'objectivité qu'on va revoir avec Ali ensuite en troisième présentation, on l'a développé autour d'une série d'articles qu'on a réalisés au sein de l'AESP, que Cléa, sur une présentation, a proposé de synthétiser comme ça. Donc une série de 4 articles où on est parti de se poser la question de comment organiser les termes sémiologiques autour d'une organisation pratique, celle du jardinier qui classe les plantes en fonction de l'effet visuel que ça peut donner, et celle d'une classification du botaniste qui les classe en fonction de règles de classification basées sur la biologie. Et on s'est demandé comment on pouvait organiser la sémiologie entre des aspects pratiques, syndromiques, ou des aspects plus pathophysiologiques autour des grands domaines, des research domaines criteria notamment. Dans le deuxième article, on s'est posé de comment recueillir les termes sémiologiques qui engagent le sujet qui perçoit les symptômes avec la personne donnant les symptômes. Et que ces éléments d'engagement ne sont pas simplement un élément d'humanité rajouté, mais un élément de fiabilité et de validité dans le recueil sémiologique. Notre outil, c'est celui de l'interaction sociale, et on a essayé de l'aborder dans ce deuxième article. Dans les complaintes du carabin, on a montré que les termes sémiologiques s'intégraient dans un raisonnement clinique qui pouvait être à la fois analytique et intuitif, où on découle d'un raisonnement clinique structuré d'unité qu'on est censé repérer à un diagnostic, mais où aussi la sémiologie s'intègre dans un ensemble de patterns qu'on repère sur les maladies. Et en terre étrangère, on a conduit à montrer comment la sémiologie s'intégrait dans un raisonnement qui conduisait à des diagnostics de maladies en termes médicaux, c'est-à-dire des maladies basées sur l'idée d'une dysfonction qui entraînait des préjudices. Et on essayait de montrer comment les étudiants en médecine, qui peuvent être perdus face à l'idée que ce ne serait pas des vraies maladies, les emmenaient à se dire que ce n'est pas moins des vraies maladies que les maladies non psychiatriques. Ce travail, du coup, on l'a continué au travers cet article de l'EMC dans la sémiologie, sur la sémiologie en psychiatrie, où on est parti au 19e siècle, où Pinel nous disait « j'ai toujours mis un grand prix à la sémiologie », mais en fait, comme si la sémiologie était essentielle en psychiatrie, mais en fait, pas un élément qui a été si abordé que ça. Les aspects nosographiques ont été extrêmement détaillés par la philosophie de la psychiatrie, la philosophie de la médecine. Les aspects sémiologiques, on tourne autour, mais quand on essaie de le délimiter, c'est encore plus dur que de délimiter un trouble mental. Et je vous propose, pour les 10 minutes qui nous restent, de regarder les grandes questions qu'on a isolées avec Steve Demazeux et Cléa Keles sur ces aspects sémiologiques. Le premier enjeu, c'est que la sémiologie s'intègre dans un mode de raisonnement clinique qui est au moins triple.
Celui classique d'isoler les unités sémiologiques en lien avec des syndromes. Un syndrome, c'est un ensemble de signes et symptômes qui sont reliés les uns avec les autres pour diverses raisons, mais supposées pour des raisons qui sont de variables latentes derrière qui les regrouperaient, quoi. Plusieurs étiologies peuvent créer un syndrome frontal, mais l'ensemble des symptômes et signes d'un syndrome frontal sont cohérents en lien avec quelque chose. Dans l'approche critériologique, les symptômes ne sont pas reliés ensemble. On isole des critères pour poser un diagnostic, c'est l'approche du DSM. Et dans l'approche prototypique ou intuitive, les symptômes forment des patterns d'ensemble, des prototypes qu'on a tendance à repérer. La perte de l'évidence naturelle, la perte de l'élan vital, etc. sont des éléments qui viennent de la phénoménologie. Et la question qui peut se poser, c'est à quel endroit on pose le pathologique quand on va chercher des unités d'analyse sémiologique. La vision classique du DSM, c'est vous prenez un ensemble de symptômes et vous rajoutez le fait que ça entraîne des préjudices, un handicap. Mais la vision phénoménologique, elle est de dire que l'humeur triste et l'humeur déprimée, c'est pas pareil. Que dans l'humeur déprimée, c'est pas juste le fait d'être un peu triste, c'est l'effacement même de la capacité à éprouver de l'humeur. Voyez ? Et ça, qualitativement, c'est déjà pathologique. Donc, où on se situe quand on analyse la sémiologie en rapport avec ces aspects pathologiques? Je n'ai pas de solution directe, c'est des débats, je pense qu'il faut qu'on prenne à bras le corps et qu'on déploie. La question qui peut se poser aussi, c'est est-ce qu'il y a des symptômes plus centraux que d'autres? On le sait, l'anédonie, le ralentissement psychomoteur sont des symptômes qui semblent plus centraux dans la dépression, mais est-ce qu'il y a des symptômes plus importants? Est-ce qu'il y a des symptômes qui seraient corps, centraux, qui délimiteraient une constance dans les maladies? La schizophrénie, c'est la même depuis Schneider, etc. Mais il y a des descripteurs qui progressivement délimitent mieux peut-être les entités nosographiques, et comment on pourrait aborder ces éléments d'articulation entre à la fois des critères, des syndromes, et puis des cœurs prototypiques de la maladie. Récemment, Christophe Gau de l'ASP a publié dans Synthèse, alors Synthèse c'est la plus grosse revue de philosophie, c'est comme si vous publiez dans le New England Journal quoi, pour la philosophie. Il est allé aborder, et notamment grâce aux discussions, mais pas que bien sûr, de l'AESP, ces aspects de qu'est-ce que c'est la sémiologie. Il nous propose une nouvelle définition des troubles mentaux qui sont basés sur ces aspects sémiologiques. Dans le DSM, la définition des troubles mentaux est basée sur des aspects qui sont en lien avec Spitzer et Wakefield de la dysfonction préjudiciable, globalement. C'est-à-dire l'idée qu'il y a quelque chose sous-jacent qui va mal et qui entraîne du préjudice, donc quelque chose qui entraîne des choses négatives pour le sujet. Et là, Christophe nous propose une autre définition qui est le fait que la maladie serait un ensemble de manifestations cliniques appartenant à un noyau central prototypique. Alors, on n'a pas eu le temps de discuter, mais l'idée du prototype donc, revient comme une espèce de truc latent de la phénoménologie, j'ai l'impression, mais organisé en réseau, ça veut dire qu'on peut se donner d'autres unités symptomatiques et que l'ensemble des préjudices dépasse l'aspect traditionnel. Et donc, cet aspect de définition est basé sur l'idée que l'ensemble des symptômes n'est pas forcément déterminé par une cause sous-jacente, mais par des mécanismes qui relient les symptômes les uns avec les autres et par une orientation basée sur le regard clinique. C'est-à-dire que cette notion de prototype nous fait bien dire qu'il y a bien cette perspective du clinicien au regard de l'histoire dans laquelle elle est située et de l'histoire de la psychiatrie. Ces aspects-là, ils sont importants parce que quand on regarde les critères du DSM, pourquoi ce n'est pas de la sémiologie? Parce qu'en fait, ça ne s'organise pas en syndrome, ça n'a pas de cohérence clinique en soi, ça a une cohérence clinique que par rapport à la classification. Et l'exemple typique, c'est de dire qu'on peut avoir deux dépressions complètement différentes en prenant la liste des critères du DSM. Vous voyez, vous pouvez avoir une dépression qui est avec une humeur triste, une perte de poids et une insomnie, et l'autre sans humeur triste, mais avec une anédonie et un gain de poids, un gain de poids et une hypersomnie. Et c'est les mêmes maladies. Et donc, cet élément-là est assez souvent repris comme pour critiquer les critères, mais pose la question de, en fait, plus fondamentalement, qu'est-ce qu'on fait quand on isole un critère? Est-ce que le symptôme, il est opérationnalisable? Qu'est-ce qu'on fait quand on repère un symptôme? Qu'est-ce qu'on fait vraiment, en fait? Et c'est sur ça qu'on est tourné, et en fait, comment s'observe un symptôme? En fait, ce modèle dont on s'est inspiré de Berrios, historien de la psychiatrie, et de Kiermaier, professeur de psychiatrie sociale au Québec,
est assez intéressant parce qu'elle nous permet de montrer que le symptôme, c'est à la fois une vérité d'après nature et à la fois une objectivité mécanique. C'est-à-dire que le symptôme, il est à l'interface de quelque chose qui va mal dans le cerveau, mais d'un processus dialogique, d'une interaction avec un sujet situé dans un contexte donné. Le modèle, il est celui-ci. Devant quelque chose qui est perturbé dans le cerveau, le sujet va mettre en place, dans une rencontre dialogique, un processus d'expression de ce symptôme qui est confronté aux représentations, aux enjeux narratifs, au contexte social, au contexte médico-économique, etc., de l'histoire de la psychiatrie située dans un domaine donné. Et ces contraintes sociales, ces configurateurs sociaux vont faire qu'on exprime ces éléments venant de la soupe primordiale. C'est pas moi qui l'ai décrit, la soupe primordiale, c'est vraiment Berrios. Je trouve ça vraiment intéressant parce que ça suppose qu'il y a quelque chose, mais qui est difficile à délimiter en dehors d'une perspective. Mais ces contraintes sociales au regard des contraintes biologiques sont à la base des enjeux sémiologiques en psychiatrie particulièrement. Donc les symptômes ne s'observent pas passivement. Ils s'observent et ils sont pris dans un réseau d'éléments qui sont à l'interface entre l'explication et la compréhension. Dichotomie classique en philosophie également, mais l'explication, c'est celle de réduire ce qui se passe à des mécanismes qu'on pourrait décrire d'un point de vue objectif. La compréhension, c'est celle de prendre le symptôme dans la capacité empathique de comprendre l'histoire de la personne. Quand quelqu'un vous dit qu'il est triste, vous comprenez à la fois qu'il est triste pour diverses raisons dans le vide dans lequel il vit, et à la fois que la tristesse est liée à quelque chose qui se passe mal dans son cerveau, bien que vous ayez une idée plutôt vague, mais peu importe, vous avez quand même une idée que quelque chose est en lien avec la sérotonine, avec les systèmes, quel que soit le modèle que vous avez, qui a quelque chose. Et vous voyez qu'on est face à la sémiologie dans une intrication multiple de couches où la sémiologie est reliée à plein d'éléments connexes qui en font un objet complexe. Et encore, pour finir, sur le symptôme et la métamorphose, la sémiologie en plus évolue continuellement et pose la question de la place dans les enjeux de staging, de sévérité des troubles, et de se poser la question de, oui, le symptôme c'est une unité sur laquelle on veut se baser, mais est-ce qu'il est immuable, est-ce qu'il ne change pas tout le temps aussi, quoi? Comment ça se métamorphose ces choses? Comment le kaléidoscope agit pour la sémiologie psychiatrique? Et donc, pour finir, on était commencé par cette petite scéneste de David Foster Wallace. Mais oui, l'importance dans la sémiologie, c'est bien de voir que plus que la sémiologie elle-même, elle nous dit dans quel bain on baigne, et que ce bain, il est multiple, il est pluraliste, il nécessite des points de vue divers, mais qu'un élément structurant est bien la clinique. Et moi, j'avais été marqué par Maëlle Lemoine qui nous avait dit une fois, la clinique est une science aussi, et c'était cet aspect-là qu'il faut pouvoir continuer à porter. Merci beaucoup.